pas du tout unité d'intervention spéciale, c'est un autre terme technique japonais que je vous épargne, mais dont il se fait que la toute première, chaque unité a été baptisée d'un nom, la toute première unité s'appelait Kamikaze, c'était un nom propre qui était donné, comme on donnerait le nom de, je sais pas, Brigade Mathilde, enfin que sais-je, à une petite unité d'avion de Mitsubishi Zero chargée d'explosifs et destinée à être envoyée contre les navires de la flotte du Pacifique. Mais la toute première, qui va détruire le porte-avions Saint-Lô en 1945, en juin 1945 si je ne me trompe pas, va s'appeler Kamikaze, du nom d'une figure très particulière de la mythologie japonaise et donc aussi de l'historiographie japonaise, puisque vous savez qu'au Japon, mythologie et historiographie impériale sont directement liées. Kamikaze, signifiant, comme le dit très bien le mot, Kami d'un côté, ceux d'entre vous qui êtes familiers du shintoïsme, vous savez évidemment qu'on ne parle pas de Dieu dans le shintoïsme et qu'on parle de créatures qui mixent divinité, spiritualité. Un kami, c'est une espèce d'esprit divin habitant chaque chose. Il y a un kami dans chaque rivière, un kami dans les vents, un kami dans les arbres, un kami dans le soleil, etc. Eh bien, un de ces kamis s'appelle Kaze, précisément le kami du vent, et pas n'importe quel vent, en l'occurrence le vent qui souffle au Japon sur la plaine de Ise, qui est la plaine où se trouve situé le sanctuaire du kami Amaterasu, de la déesse Amaterasu, le kami du soleil, dont l'empereur du Japon est censé descendre, d'après l'historiographie japonaise, censé descendre en ligne directe. Donc vous comprenez tout de suite allusion qui est approfondie ou épaissie du fait que, là aussi, lorsque l'on lit l'historiographie japonaise officielle, grandes histoires officielles du XVIe ou du XVIIIe siècle, eh bien, on voit que, à plusieurs reprises, et notamment pour repousser les hordes de Kubilai Khan tentant j'ai failli dire d'atterrir, le mot n'est pas du tout adéquat, tentant d'aborder les rives du Japon, bon, à un moment donné, le Japon étant menacé, Kamikaze s'est levé et a soufflé sur les mers, déclenchant des typhons fatals qui vont empêcher les hordes de Kubilai Khan d'effectivement atteindre les côtes japonaises, sauvant ainsi le territoire du Japon, conçu, compris comme le territoire même de la déesse Amaterasu, en tant que représenté sur cette terre par l'empereur lui-même. Donc vous voyez que donner ce nom, de manière un petit peu hasardeuse, par chance, c'est le premier nom qu'on donne à une de ces brigades, devient immédiatement un geste qui prend une signification très forte. Le vent, c'est-à-dire le souffle, c'est-à-dire aussi une forme très particulière d'énergie, donc de force, mise en œuvre, force qui s'ancre ou sente immédiatement dans un domaine qui est un domaine très ambigu, où l'humanité se trouve dépassée d'elle-même par autre chose. Le divin, aussi, à nouveau le mot de divin dans le cadre du Shinto est peut-être un mot un petit peu trop fort, puisqu'il s'agit d'un divin à même les choses, si vous voulez, d'un divin qui habite les choses en tant que telles. Vous voyez se dessiner là quelque chose qu'une sémantique de base, qui est une sémantique qui va frapper les esprits à l'époque des premières attaques, et qui va les frapper tant et si bien que les journalistes d'abord, puis certains spécialistes de la guerre, polymologistes, etc., vont se mettre à utiliser cette expression, vont se mettre à utiliser ce mot de kamikaze pour désigner d'abord l'action de chacune de ces brigades qui viennent se balancer sur le pont des navires de la flotte américaine, puis au-delà, toutes les actions par lesquelles un individu attaque de manière désespérée, puisque c'est bien cela dont il s'agit, une autre force normalement assaillante, ou considérée comme assaillante, en vue de déplacer les coordonnées de la guerre en dehors du domaine de la stratégie et pour la faire rentrer, disons, dans le domaine de ce qu'on appelle, un petit peu trop facilement, je crois, terreur. En tout cas, un geste qui témoigne d'une forme de déséquilibre des forces à l'intérieur d'un cadre polymologique de vie. Eh bien, c'est ce mot de kamikaze, et je vais m'arrêter peut-être là-dessus, sur cette remarque, je vais clore cette remarque historique là-dessus, même si pas mal de spécialistes de l'histoire du terrorisme, à commencer par le grand spécialiste de l'histoire du terrorisme qui est Gérard Chaliand, refusent de considérer que le mot kamikaze puisse s'appliquer à d'autres choses que les opérations spécifiques menées par ces forces d'intervention spéciale à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, l'usage journalistique, pour le coup, l'usage populaire
l'usage, disons, généralisé qui a été fait de ce terme et qui l'a fait ressurgir à très nombreuses reprises à travers l'histoire, à l'époque des grands attentats, disons, suicides au Sri Lanka, à l'époque d'attentats suicides au Vietnam ou en Indochine, à l'époque, bien sûr, à partir de 1981, les attentats suicides qui vont commencer à apparaître au Proche-Orient, hein, c'est la fameuse attaque le fameux événement de Beyrouth de 1981, qui est le premier moment comme ça, de ce terrorisme kamikaze à inscription islamique. Et bien là, il y a effectivement quelque chose comme un art qui se fait, où cette question du divin, cette question de la force particulière que prend le divin à l'intérieur d'un monde donné, structuré, en l'occurrence par la technique, eh bien, devient effectivement un nom qui prend j'ai envie de dire, la force, si pas d'une catégorie géopolitique, au moins de ce que Gilles Deleuze appelait un personnage conceptuel. Il y a cette figure du partisan motorisé chez Carl Schmitt, on imagine comme ça derrière dans cette Jeep pétaradante, monter et descendre en Amérique du Sud, bon, ou Che Guevara sur son vélo, enfin, un vélo à moteur. Et je crois que les questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, quant à ce qui a trait à ce qu'on appelle le terrorisme, sont effectivement largement des questions techniques, et sont des questions techniques qui précèdent, j'ai même envie de dire, qui précèdent l'intervention, cette intervention japonaise très curieuse, qui devient un modèle guerrier, mais il est aussi un modèle dans lequel la guerre elle-même passe par son point d'excès. On ne sait plus très très bien si on est effectivement encore à l'intérieur de la guerre, à ce moment-là, ou bien si quelque chose comme un point d'exception se trame qui oblige à un passage à la limite absolue, puisque, voilà, ensuite, de bombe atomique sur la figure, les amis, qui est quelque chose qui, si vous voulez, on ne sait plus très bien quelles sont les mesures, hein, parce qu'il y a une logique quand même de la mesure dans l'élaboration du droit européen de la guerre, depuis les élaborations par les juristes espagnols au début des temps modernes, jusqu'à Clausewitz et d'autres. Même dans la logique de la ruse, il y a néanmoins un critère de mesure. Les juristes sont obsédés par ça d'ailleurs, en général, la mesure, la proportion, la proportionnalité. Ici, où sommes-nous? On ne sait pas trop. Et il est vrai que cette question de l'exception à l'intérieur même du dispositif de la guerre est une question technique, question qui s'initie, je crois, je peux me tromper, hein, qui s'initie dans un espèce de saut qualitatif dans la possibilité du pouvoir de destruction, c'est-à-dire dans la possibilité, la force, en gros, que l'on puisse mettre en œuvre. C'est pour ça que la figure du kamikaze, hein, force divine, m'intéresse, parce que la question est véritablement une question de force au sens de force physique, hein, de force, quand je dis force physique, c'est pas les muscles, mais la force dans le domaine de la physique, vous voyez ce que je veux dire. Et je crois qu'on peut retracer les origines de ça dans une figure, là pour le coup, qui est vraiment une figure de partisan, et pas du tout une figure de guerre structurée, qui est, au fond, les tout premiers à avoir fait usage de cette merveilleuse invention signée par Alfred Nobel en 1866, hein, à savoir les groupes indépendantistes, nationalistes russes, qui en 1881 font sauter Alexandre II à Saint-Pétersbourg, hein, et ne maîtrisant pas très très bien la puissance de cette espèce de nouveau joujou avec lesquels ils chipotent, se font sauter eux-mêmes. Là, si vous voulez, par accident. Alors eux, c'est par accident, mais ça a été très vite compris comme étant quelque chose que l'on pouvait maîtriser, quelque chose qui ouvrait des nouvelles perspectives tout à fait inédites dans le domaine de la saloperie humaine, n'est-ce pas? Perspectives qui ont été exploitées d'ailleurs avant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais eux-mêmes et par les Chinois pendant la guerre de Shanghai en 1932, hein, quand chaque front, chaque camp de ce qui se présentait comme une guerre plus ou moins régulière, enfin, balançait dans le camp adverse des fantassins chargés de sacs remplis d'explosifs qui allaient se faire sauter soit dans la tranchée adverse, soit allaient se rouler sous le char, enfin le véhicule blindé adverse pour s'y faire sauter, etc., etc. Donc quelque part, c'est une espèce de surenchère née de cette machinerie d'explosion très particulière qu'est la dynamite, qui change, je crois, quelque chose dans, effectivement, l'esthétique possible de la destruction. Pourquoi? Eh bien parce que ce dont il est question dans cette force, c'est des modalités particulières de son apparaître. Hein, vous envoyez un boulet de canon, vous envoyez des fantassins, vous envoyez de la cavalerie, etc., etc., etc. Les choses restent relativement, j'ai envie de dire relativement modestes, artisanales.
défaillant dans la destruction. Si vous voulez. Là, on passe quand même à l'échelle du micro, voire du gros. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est pas tellement, et je crois que c'est ça qui est le point le plus important, c'est pas tellement la destruction effective que la manifestation même de la force en tant que force. Là où le boulet, la charge, la baïonnette, le sabre, etc., participaient à une logique stratégique, qui est une logique stratégique au fond du calcul stratégique, qui va gagner, qui va perdre. Ici, le passage à l'excès se fait par l'imposition à l'intérieur d'un dispositif stratégique donné d'un excès de force qui le fait craquer, et qui le fait craquer en direction d'autre chose qui n'est plus de l'ordre de la pesée, qui a gagné cette bataille, hein, qui va la gagner, est-ce qu'on a les moyens de la gagner, etc. Une espèce de calcul, au fond, qui sont les calculs de la polémologie, mais en direction d'un incalculable qui est celui de la sidération. Mon Dieu, ils l'ont fait, enfin c'est possible. Sidération qui est effectivement celle de l'explosion elle-même, comme cette chose, cette espèce de comment dirais-je, spectacle de lumière qui vous tétanise. C'est pour ça que je parle effectivement dans mon livre de Conditions Blockbuster, parce que je pense que pour ce qui est de la compréhension du contemporain, non seulement le 11 septembre 2001, mais ce qui vient ensuite, et la manière dont les populations, disons, se sont soudées en France, en Belgique, ailleurs, autour d'attentats qui étaient des attentats dont nous n'avons connu que les images, à part, bien évidemment, ceux qui l'ont connu dans leur chair, mais qui demeurent une minorité infime de nos pays. Donc le mode de connaissance que l'on a eu, c'est précisément celui de cette espèce d'explosion sidérante, cette espèce d'assaut de lumière qui nous rappelle quelque chose que l'on voit tous les jours dans le cinéma, qui est le blockbuster dont je vous rappelle, si besoin est. Donc je vous rappelle que voilà, blockbuster, c'est ce qui fait sauter le bloc, n'est-ce pas, dans le double sens de ce qui fait sauter le box-office. Hein, le blockbuster, c'est l'idée de la file de spectateurs qui fait le tour du bloc devant le cinéma pour pouvoir aller voir cette chose qui sera l'image qui va tuer toutes les autres images que l'on pourrait voir. Hein. C'est ce film-là que vous irez voir et pas un autre. Et puis blockbuster aussi, parce qu'à l'intérieur même de son dispositif, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être très utile pour comprendre ces conditions esthétiques du terrorisme contemporain, implique toujours déjà la destruction de matériel. Hein. L'image elle-même devient le véhicule d'une forme de destruction matérielle. Il n'y a pas un blockbuster dans lequel vous ne voyez pas sauter des immeubles entiers, des buildings, voire même toute la planète, dans ce qui est peut-être le blockbuster paradigmatique, un film abominable de Roland Emmerich, qui s'appelle 2012, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin c'est ce film-là qui avait donné l'idée à un présentateur de télévision américaine. Vous savez, les Américains ont tard le soir, comme ça, après 10 heures, quand les censures s'abaissent un petit peu, diminuent un petit peu, on peut toujours pas dire fuck, mais enfin, vous pouvez quand même commencer à dire à parler de sexe, à parler de choses. Bon. Il y a ce qu'ils appellent ces late shows, ces late night shows, il y a toute une série comme ça, avec des présentateurs qui sont une espèce de mélange d'humoristes et de critiques de la société. Et bien, Stephen Colbert est une de ces figures, et dans un de ces épisodes, parlant de ce film, se moquant éperdument de cette espèce de débauche, de destruction où on fait sauter toute la planète, hein, à la suite d'une espèce d'accident, de déstabilisation du noyau de la Terre, soudainement la Terre s'effondre sur elle-même et tout est détruit, tout se casse et la Terre est recouverte d'eau et seuls quelques milliardaires parviennent à s'en sortir en ayant payé leur billet sur une espèce de nouvelle marche de Noé, comme ça, pour les milliardaires. Bon, bref. Il invente un mot qui dit, je crois assez bien, le type particulier d'effet et le type particulier d'ambiguïté propre à l'effet de force visuelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'expression de destruction porn, le porno de la destruction. Le porno de la destruction, c'est-à-dire, il y a à l'intérieur de cet exercice particulier du spectacle de la lumière en tant que puissance, quelque chose qui est de l'ordre de la libidinalité, quelque chose qui est de l'ordre du désir, quelque chose qui est de l'ordre, pourquoi pas, d'une forme très particulière de jouissance qui est la source très profonde, d'une certaine manière, de l'embarras qui est le nôtre par rapport à ces événements comme ça, qui nous paralysent et qui, en nous paralysant, nous excitent beaucoup pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. La médiasphère, nos conversations, etc., sont surexcités et nous y trouvons d'ailleurs un certain plaisir pervers, sont surexcités
par ces espèces d'événements, par l'émergence soudaine de la douleur et de la violence dans un espace qui est un espace où il ne se passe plus grand-chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la condition blockbuster, c'est dire cela. C'est-à-dire il y a cette figure technique de l'explosion comme magnifiante, d'une certaine manière, qui exprime une force sous une forme qui est une forme esthétique. Et cette forme esthétique nous convie immédiatement dans un point qui est un point très délicat et très complexe de notre rapport, d'une certaine manière, désirant à la dissolution. Son texte sinistre, qui avait été formulé par Slavoj Žižek dans le titre qu'il avait consacré aux événements du 11 septembre. Enfin, consacré, c'est toujours compliqué chez Žižek, hein, comme vous savez, il annonce un sujet et puis vous ne l'avez jamais finalement, mais enfin, peu importe. Dans lequel il laissait sous-entendre la possibilité que, au fond, les attentats suicides, les kamikazes auxquels nous sommes confrontés, quand je dis nous, c'est pas le nous de l'Occident, c'est le nous d'une humanité entière, sont des gens qui ne croient pas du tout, qui croient très mal, qui croient très peu, en fait, et qui, pour se persuader qu'ils n'ont pas tort de croire, si peu, et d'être comme ça dans une espèce d'ordalie, d'une certaine manière. Au moins, ma destruction prouvera par le fait que je détruis quelque chose que j'avais pas tort de croire puisque ça a été détruit. Hein, dans une espèce de logique qui peut rappeler un petit peu celle de William James, dans la volonté de croire, quand William James dit ce sont des pages qui sont des pages extraordinaires et que je crois qu'on devrait beaucoup méditer lorsqu'on parle de religion, et ce sont des pages dans lesquelles il dit qu'au fond la question de savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas n'a d'aucune importance, posée dans les termes qui sont les termes de l'histoire de la métaphysique des religions, si vous voulez, ce sont des termes qui sont un peu bizarroïdes, donc c'est existe, oui, non, non, oui, on essaie d'établir des preuves, des échafaudages comme ça logiques. Il lui dit qu'au fond, la seule véritable manière d'établir qu'un Dieu existe, et au fond ils existent tous, c'est tout simplement ce qu'il nous fait faire. Et à partir du moment où il nous fait construire des cathédrales aux quatre coins d'un continent, où il détermine 2000 ans d'histoire de l'art, un petit peu moins, disons 1800 ans d'histoire de l'art, où il vous fait courir dans tous sens, etc., évidemment qu'il existe. Évidemment qu'il existe. Il existe parce que vous avez vu tout ce qu'il vous a fait faire. Et donc cette espèce de preuve pragmatique, d'une certaine manière, pragmatique de Jake, c'est ça, de l'existence de Dieu par ce qu'il vous fait faire, hein, une espèce d'épreuve d'ontologie par les conséquences, une espèce de... Voilà. Quelque part, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette idée-là, parce que c'était une manière un peu élégante de laisser de côté la question des intentions. Je ne sais pas vous, hein, on parlera peut-être lors de la discussion, mais ce qui m'a frappé lors des attentats de janvier et novembre 2015, c'est à quel point les journalistes, les éditorialistes, et puis ensuite les intellectuels, les gens sur les réseaux sociaux, etc., tout le monde s'est rué sur la tentative d'essayer de trouver une raison. Il fallait qu'il y ait une raison, il fallait qu'il y ait un truc dans leur tête. Voilà. L'islam, l'Occident dégénéré, la guerre de civilisation, que sais-je, toute une série de catégories comme ça, qui étaient des catégories que je trouve profondément mystérieuses en fait, parce qu'elles témoignent d'une capacité extra-lucide d'aller voir dans la tête des gens que moi, personnellement, je ne possède pas. Et si j'ai voulu me tourner du coup vers la question des images, c'est parce que je me suis posé la question des effets. Moi, ce que j'ai voulu regarder, c'était qu'est-ce qui s'est passé d'une certaine manière. Il y a eu des morts, des blessés, des gens qui ont été meurtris parce qu'ils ont perdu des gens, des proches, membres de leur famille, etc. Et puis, il y a eu une espèce d'immense excitation nationale et même mondiale. Et donc, c'est cet effet-là qui m'a intéressé. C'est pour ça que je suis retourné sur cette question du kamikaze, sur cette question de l'excès et du déplacement dont parlait tout à l'heure Jean-Claude Monod, alerté par un problème, qui est un problème dont Jean-Claude Monod parle très très bien dans le dernier chapitre de son livre, qui est la question de l'autodestruction. Au fond, ce dont il est question, avec cette espèce de tentative de débalancer, de déséquilibrer, une situation de guerre particulière par un acte de passage à l'excès qui utilise un moyen qui n'est plus un moyen d'affrontement, mais un moyen de se retirer de l'affrontement pour empêcher sa poursuite plus avant, de telle sorte que, c'est ça je crois,
quelque chose que vous fassiez la connerie. Celui contre lequel on se jette avec son avion, celui dont on attaque une ambassade avec un camion chargé de dynamite, celui dont on vise les 2 tours les plus hautes avec des avions de ligne, etc., etc. Ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte, s'il s'agit de quelque chose, hein, eh bien c'est d'entamer un processus qui est un processus de manière presque taoïste, si je veux dire. Vous laissez faire à la cible, vous leur laissez faire le travail. Hein. La question, je crois, de l'autodestruction est une question qui est très importante, qui rejoint, je crois, ce que disait Schmitt, qui lui était quelqu'un de très conscient des enjeux pragmatiques de la destruction. Donc l'objet qui intervient, se déploie, et qui se déploie en tant qu'affect de ceux qui en sont les témoins. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant et intéressant, et qui nous place précisément là où j'avais envie que nous soyons placés plus tôt, c'est-à-dire dans cette petite ambiguïté de notre relation au spectacle de l'enthousiasme des autres, qui devient paradoxalement enthousiasme de nous face à nouveau, le spectacle de ces forces absolument excessives, 2 avions dans une tour, une tour qui ne devait pas s'effondrer, qui s'est effondrée tout de même, qui tue 4000 personnes, qui arrête le monde entier pendant au moins 2 jours. Pendant 2 jours, on n'avait vu qu'une seule image. Les conséquences se sont fait sentir sur un bien plus long terme, bien évidemment, puisqu'on en parlera aujourd'hui. Mais pendant 2 jours, il n'y a eu qu'une image, une seule, qui a fait le tour du monde, paralysant, si vous voulez, le monde dans quelque chose qui est, là, au fond, si puissant et si, j'ai envie de dire, exactant qu'il n'est pas une seule personne, c'est un cliché de conversation, il n'est pas une seule personne qui ne se souvienne précisément de où il était lorsqu'il a appris la nouvelle. Ça me paraît être indécent de parler d'esthétique quand on parle de kamikaze, j'en ai bien conscience, mais je crois que c'est vraiment, très important pour comprendre ce nœud d'affect, ce nœud de relations-images dans une société qui est une société d'images, je veux dire. Faut pas déconner là-dessus. Et je crois qu'il y a chez Lyotard, et en particulier dans la lecture que Lyotard fait de l'esthétique de Kant, quelque chose de très intéressant pour nous, parce que précisément Lyotard fait partie de ceux qui ont pointé dans la lecture de pointer chez Kant le rôle que joue la notion d'enthousiasme en relation avec le sublime. Cette espèce de croisement un peu particulier, hein, ce carrefour entre les Alpes, les protestants sévenols à Londres, Shaftesbury, Addison et les autres, n'est pas un carrefour purement anecdotique, c'est un carrefour qui introduit, qui inaugure une tradition de la relation aux images et à la force à l'intérieur des images, qui est une tradition dont nous sommes les héritiers. Et nous sommes les héritiers à travers ou par l'intermédiaire de toute une série d'États qui passent bien évidemment par Emmanuel Kant, qui passent aussi par Edmund Burke, et qui passent par le chat d'une aiguille qui est celui de la Révolution française. Puisque pour Kant, d'une certaine manière, l'incarnation même du sublime est le lieu où s'est exprimé, à son avis, de la manière la plus forte, quelque chose comme un enthousiasme. Hein, c'est précisément la Révolution française. Cette Révolution française qu'il conçoit de manière explicite, c'est ce que pointe Lyotard, il a raison, qu'il conçoit de manière explicite comme un spectacle. Même les acteurs de la Révolution française, pour Kant, c'est une décision très bizarre, un peu exotique, on ne sait pas très bien pourquoi il décide de ça, mais même les acteurs de la Révolution française, pour lui, en sont en réalité les spectateurs. Ils sont les spectateurs de leur propre, d'une certaine manière, action, hein, comme action démesurée, en relation immédiate avec quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, qui est de l'ordre de la mort. Et c'est quelque chose que l'on retrouve là aussi chez Edmund Burke. Edmund Burke dit à peu près la même chose. Il dit au fond ce qui est le plus sublime et ce qui suscite l'enthousiasme le plus fort, lui aussi fait le lien entre les deux, c'est la mort, et il prend comme exemple une mort extrême, qui est une mort que les lecteurs de Michel Foucault connaissent bien, puisqu'elle inaugure son livre sur l'histoire de la prison, qui est la mort de Pierre-François Damien, qui avait tenté d'attenter à la vie de Louis XIV, et qui a été la dernière personne à avoir subi la torture complète, hein, en place de Grève, sous la forme d'un immense show mondain, où non seulement la population de Paris était présente, mais également toute l'aristocratie avait loué à prix d'or les balcons, hein, de toutes les maisons entourant la place de Grève, pour bien montrer qu'ils étaient là en train de voir cette chose absolument terrifiante, puisque la torture a duré des heures, le bourreau était complètement incompétent, enfin la chose c'était d'une
espèce d'immense boucherie innommable. Et Borg dit ça, c'est le sublime. C'est ça. Le sublime comme lieu, d'une certaine manière, de l'excès des forces dans la destruction, excès qui nous met directement en relation avec ce qui est la destruction totale, la destruction ultime, qui est bien sûr la mort. Et c'est marrant de voir, c'est ce que pointe Lyotard, que quelque part on a la même chose chez Kant, dans sa lecture de la Révolution française. La même chose dans la lecture d'un événement qui, voilà, ce n'est pas simplement les tempêtes qui sont sublimes ou les orages qui sont sublimes, c'est la Révolution française elle-même qui devient sublime comme lieu d'enthousiasme. Quelque part, on est les héritiers de ça aussi, je crois. Et